Bonjour et bienvenue dans l'épisode 7 de Tales. Je suis encore et toujours avec Antoine. Salut Antoine. Ça va, Jean? Bah ouais, écoute, un peu fatigué mais content qu'il fasse beau. Ouais, ça arrive. Ouais, toi, tu vois, tu viens de dire ça et ça y est, ça se découvre chez moi aussi, donc Ouais. plutôt cool. Je connais cette théorie. Non, c'est vraiment vrai, le soleil vient d'arriver. La fameuse théorie du contre-champ. Derrière ça. cet écran que tu ne vois pas, de l'autre côté de l'ordinateur, il y a du soleil. Ouais, mais écoute, on va pas commencer là-dessus. Dit-il en doudoune. C'est pas une doudoune, c'est une polaire, tu n'y connais vraiment rien. Ouais, d'accord. Bon, du coup, quoi de neuf sinon? Bah écoute, dans le monde du jeu de rôle, plusieurs choses. Peut-être qu'on peut commencer par ce qu'on a pledgé ces derniers temps. Bah, si tu veux, hein, la fameuse rubrique comment mal dépenser son argent. On n'a pas pledge grand chose. Moi, j'ai pas fait de nouveau pledge récemment. Alors, pledge, non, mais acheter, oui. Oui, j'ai peut-être un peu déconné. Il me semble que juste avant qu'on lance l'émission, il y a environ 10 minutes, tu m'as dit que t'avais craqué à 2h du matin. C'est possible que j'ai acheté l'intégrale, mais bon, j'avais le livre de base de Barbarian of Lemuria, et tu comprends, il me fallait les chroniques lémuriennes et le dieu voilé, c'était évident. Donc c'est possible que j'ai craqué hier soir, effectivement. Et en fait, pourquoi à 2h du matin ? Parce que c'est là où je suis le plus faible. Non, mais tu vois, on dit ça, mais il y a autre chose qui s'est passé. D'accord. C'est qu'en fait, il y a pas longtemps, il y a eu un live. T'as commencé à lire la Lilith, c'est ça ? Non, toujours pas. La Lilith, toujours pas. Il y a un live apéroliste qui est sorti. J'ai cru. Non. Il y a un live apéroliste qui est sorti avec les 12 singes et on s'est fait avoir, quoi. Enfin, moi, ça a été direct, toi, ça a été un retardement. C'est-à-dire que moi, ça faisait quelques semaines, moi, que je regardais les encagés du coin de l'œil en mode genre un jour, t'inquiète, on deviendra potes. Et là, ils nous ont fait le truc en mode genre, non, mais on a presque plus et ça sera jamais réimprimé, jamais comme ça en tout cas. J'ai pris la balle perdue, quoi. On était ensemble en plus, ils ont dit ça, là, on mettait ça sur la télé, ils ont dit ça, j'ai fait quoi? Ah non. Et là, t'as pris une balle. T'as pris une balle, t'as pris un coup bas. Et toi, t'étais en mode genre. Attends, c'était mieux que ça. T'étais en train de faire à manger. T'as entendu qu'il venait de dire que probablement il n'y aurait pas de reprint, ou s'il y avait un reprint, ce serait très différent, probablement moins quali, parce que en ce moment, il faut savoir qu'il y a un problème, notamment dans les coûts de production des boîtes en carton dur. Même le coût de production général. Et du coup, t'as pris peur. Oui, j'ai pris très peur. Oui, il y a plein de boîtes qui ont annoncé une augmentation probablement des prix des bouquins, notamment BE qui disait qu'à partir de l'année prochaine, les bouquins et les pledges allaient probablement coûter... ils n'ont pas donné de vraie fourchette, mais entre 5 et 10 euros plus cher, et c'est un truc qui se répercute un petit peu sur tout le monde. Et du coup, il parlait de ça, et là, t'as eu une espèce de sueur où t'as posé tout ce que t'étais en train de faire. T'as fait une translation dans ta chambre, t'as récupéré ton PC, tu l'as ouvert, t'es directement allé sur le site, t'as fait OK, les encagés, boum, c'est commandé. Et 2 minutes après, voilà quoi. Vraiment, il y avait eu coup de pression. Il faut savoir qu'il y avait eu des choses avant. J'étais passé dans mon magasin à côté, il m'avait dit on en a plus. J'étais on verra. Ça faisait plusieurs semaines que je le regardais du coin de l'œil et j'ai craqué. Bon, il faut savoir que quelques semaines après, t'es passé dans ton magasin, tu l'as vu, t'as fait ce serait quand même bête que je l'ai pas. Tu m'as dit que ça avait l'air bien. Je m'étais dit que ça avait l'air bien. Voilà quoi, j'ai craqué, c'est tout. C'est normal, on va pas en faire un fromage. Non, on va pas en faire un fromage. Est-ce qu'il y avait d'autres choses dans les plaies? Je crois pas. Hein. Si, j'ai craqué pour un autre. Là, c'est un pledge pour le coup qui est arrivé entre temps et qui va bientôt arriver. Un truc en 5 tomes. En 5 tomes. En 5 coffrets plutôt. En 5 coffrets? Quoi? Tu m'as pas dit là? Bah oui, quoi? Bah si, je te l'ai dit. Attends. Si, c'est la campagne de l'ennemi intérieur de Warhammer. Ah oui, d'accord, oui. En version collector en plus. C'est terrible. Et t'as aussi craqué sur Patient 13. Oui, c'est vrai. Et j'avais oublié celui-là, tiens. Enfin bon, voilà, pour vous dire que ça a été... On avait dit que c'était un mois peu fructueux, mais en fait, Jean relève la moyenne comme d'habitude. Non, mais il est vrai qu'en termes de produits proposés au pledge ou en précommande, ou de choses qui sortent, il y a eu 2-3 trucs qui sont sortis qui nous intéressent moins, mais c'est vrai que l'activité, c'est un petit peu réduite. C'est bien que ça se calme un petit peu, c'est tant mieux, parce que c'était trop souvent... Enfin, personnellement, je trouvais. D'accord. Bon, non, tout ça pour dire, aujourd'hui... Aujourd'hui, on vous parle de quoi ? On vous parle d'un gros morceau, faut le dire quand même. Oui, on peut dire que c'est un gros morceau. Donc on va vous parler d'un jeu qui s'appelle Rêve de Dragon. Et voilà, ça fait plusieurs fois qu'on tease un petit peu. C'était le gros morceau qu'on attendait. C'était un des jeux où on disait on va jamais y arriver à le faire, ça va être trop compliqué. Et finalement, on a réussi. Enfin, on va voir, mais on va s'y atteler. Qu'on tease, qu'on dit que j'ai 2 anecdotes moi à proposer. La première, c'est l'anecdote du on n'y jouera jamais,
qui avait débuté. Parce que devant la difficulté à créer un personnage, on se foutait de toi en disant que jamais on jouerait. Finalement, on a joué. Mais c'est vrai. Donc ça laisse des espoirs pour la Elite. Hein. Peut-être qu'un jour on jouera vraiment. Ouais. Peut-être un jour, ouais. Peut-être un jour. Je doute quand même. Hein. J'ai de sérieux doutes sur la Elite. Oui, mais déjà, on va faire un peu de Raid of Dragon, on verra après. Ouais, on verra après. Que je vais l'incorporer dans Raid of Dragon, et là bien sûr, jamais. On y croit. Non, mais évidemment. Bon, une petite anecdote, vas-y, tu commences. On n'a pas fait énormément de parties, mais quelques-unes quand même. Et lors d'une partie, le personnage que j'ai créé dans Rêve Dragon est un jeune alchimiste plutôt frais, naïf et candide, qui se balade un peu en nature et qui est bon dans les choses inutiles et on va dire un peu moins bon dans les choses importantes pour le gameplay. On va dire qu'il est un peu comme ça. Et lors d'une pause pendant un voyage, il s'est mis à monter le camp et il a voulu préparer à manger. Et il a fait peut-être le meilleur pâté en croûte de sa vie. Ouais, pâté croûte. Il a tout donné. Alors, il a appelé ça le pâté croûte, effectivement. Ouais. Mais concrètement, c'était un pâté en croûte. C'est juste que c'est un aliment qui n'existait pas à l'époque, dans cet univers, dans cette bulle. Et grâce à son génie culinaire, il a créé le pâté croûte. Ouais. Et c'est cette espèce d'interlude dans la narration, de ce moment un peu, pas anti-épique, mais pas très loin. C'était un de mes moments un peu marquants du jeu, parce que je trouve qu'il va bien avec l'atmosphère que veut rendre le jeu. Oui, non, c'est vrai qu'il y a cette atmosphère un peu légère qui s'en dégage. Moi, pour une petite anecdote du côté maître du jeu, bon, alors il y en a plein parce qu'en fait ça a été tout un pèlerinage quasiment pour réussir à jouer à ce jeu, les difficultés dans la création de personnages, dans la compréhension des règles. Et puis, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est dans le premier scénario qu'on a joué, c'était un scénario vraiment basique, un peu porte monstre trésor. Mais il y avait ce côté qu'on n'avait pas vraiment joué, on n'avait pas vraiment fait de jeu où il y avait du loot. Et il y a un moment où il y a un des personnages, c'est le tien, vu qu'on parle de toi, Oruim, l'alchimiste, qui monte dans la tour au dernier étage, et là il trouve un bouquin sur une vieille étagère, et on lui dit c'est un bouquin d'alchimie, et il était là genre yes, j'ai enfin un bouquin d'alchimie. Et il y avait ce côté... le joueur est heureux du loot, enfin est content d'avoir eu un objet, ce qui est pas trop le cas dans les autres jeux auxquels on joue, parce qu'il n'y a pas ce côté objet qu'on peut trouver, etc. Et c'était assez sympa, voilà. C'était un peu... Si je peux me permettre un petit disclaimer sur ce que tu viens de dire, effectivement on joue beaucoup à des jeux plutôt narratifs, avec un gameplay assez simple, assez rapide, et moins à des jeux peut-être... avec des mécaniques plus chargées comme Donjons et Dragons par exemple, Pathfinder, des jeux comme ça, qui sont peut-être plus des jeux à loot, à carac, où il faut monter son personnage, minimaxer, et que je pense que Rêve est probablement je réfléchis, mais je pense que c'est notre premier jeu, non pas compliqué, on joue à Cthulhu où il y a quand même pas mal de mécaniques, mais où il y a cette logique de... il faut que mon personnage, je l'upgrade dans telle compétence, et pour ça je vais devoir faire telle chose. C'est le premier jeu où il y a vraiment ce côté progression dans les caractéristiques du personnage qui est aussi poussé, je pense, et qui est poussé par la mécanique du jeu. Et puis juste une deuxième petite anecdote rapide pour rigoler, c'est que j'ai fait une session 0 avec un des joueurs, Johan, qui pouvait pas être là lors de la première partie, et du coup pour faire jouer son personnage durant la première partie. Et en fait, ce que j'ai trouvé vachement marrant dans le jeu, c'est que les aventures, elles se créent toutes seules. C'est-à-dire que j'avais rien prévu, j'avais 2-3 trucs en tête, et en fait, on s'est parti sur une session d'1 heure où il a terminé dans une fête foraine bizarre et où il s'est mis à jouer à des jeux en buvant de l'alcool, en étant complètement bourré. Et genre, ça a fait une super session d'1 heure, alors qu'en fait, j'avais rien de prévu de particulier, mais c'est la première fois où les mécaniques du jeu permettent de mettre en place des espèces de petites aventures comme ça, donc ça a été bien marrant. Voilà, ça c'est un petit peu, voilà, pour Johan, je dédicace, c'était la fête de la tarte à ailettes, voilà, dans le petit village de Le Fleury, donc il reconnaîtra. Et le nom du village, c'était fait exprès ? Non, c'était pas fait exprès, c'était dans le scénario, mais du coup je l'ai pris, voilà, tout simplement. Alors, donc vous avez compris, le sujet du jour c'est Rêve de Dragon, ce jeu de rôle un petit peu particulier. Alors Antoine, est-ce que tu peux peut-être, vu que c'est toi qui masterises ce jeu,
me parler un petit peu du background du jeu Ouais. qui est un peu fourni. Et oui, Rêve de Dragon, c'est un jeu français, une création française qui a été réédité très récemment par Scriptarium. Scriptarium, c'est une maison d'édition associative qui a sorti d'autres jeux comme Défi Fantastique, L'Œil Noir. Ils sont dans une collaboration avec Black Book Édition pour la sortie de L'Œil Noir. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait un Ulule en 2016, même 2015 plutôt, pour faire sortir une nouvelle campagne écrite par Gidus en collaboration avec Denis Gerfaud, l'auteur du jeu, qui s'appelle La Clairefontaine pour Rêve de Dragon. Et au vu de la réussite de la campagne, ils en ont profité pour sortir la 3e édition, et là donc la nouvelle édition de Rêve de Dragon, qui a bénéficié d'un financement participatif sur Ulule en 2016 à hauteur de 165 000 €, ce qui est énorme pour un jeu français. Énorme, ouais. C'est sorti en 2018. Alors du coup, cette campagne, c'est une campagne pour la 3e édition ou pour l'édition d'avant ? Pour toutes les éditions. En fait, tu peux jouer tous les scénarios avec toutes les éditions. Il y a eu peu de changements d'édition en édition. Les règles, d'ailleurs, les règles de la 3e édition sont quasiment intégralement les mêmes que celles de la 2e édition. Donc j'imagine que s'il y a une 3e édition actuelle, ça veut dire qu'il y en a eu 2 avant. Oui. Il y a eu 2 éditions, mais ce qui a changé, c'est la pagination, la réécriture de certains scénarios pour être mis au goût du jour, la mise en couleur, de nouvelles illustrations. D'ailleurs, les illustrateurs, on peut en parler. Donc, il y a Florence Magin qui est celle qui a designé l'artwork pour la couverture et l'écran. Et ensuite, Roland Barthélémy et Gidus, qui sont les illustrateurs actuels donc de la dernière mouture. Et du coup, le jeu, originellement, il est sorti en quelle année ? La première mouture du jeu, c'était quand ? Il est initialement sorti en 85. Il a été publié par Nouvelles Éditions Fantastiques, donc l'auteur Denis Gerfaud, qui a sorti ce jeu, qui est en fait peut-être le premier jeu de rôle médiéval fantastique de création française. Il y a eu la 2e édition qui est sortie en 93 par Multisim. En 94 est sorti le jeu qui s'appelle Oniros. Donc en fait, c'est le même jeu mais avec un système qui est censé être plus simple. En 2004... Censé ? Oui, parce qu'il y a des discussions là-dessus. C'est plus simple, mais en même temps, c'est pas si simple que ça. Donc est-ce que... Ça dépend. Il y a des gens qui préfèrent jouer dans la version Oniros, des gens qui préfèrent jouer à la version de base. Mais ça a été créé pour simplifier le système de jeu. D'accord. Et en 2004, ils ont ressorti la 2e édition chez Ubique. Donc c'est pas une nouvelle édition, c'est juste une réédition de la 2e. Et même en 2006, il y a eu une traduction anglaise faite par François Lévy, qui a été publiée donc par la société. Attends, je vérifie parce que je vais pas y dire de bêtises. Ouais, ça serait gênant. Non, c'est Malcontent Games. Non, Ubix, c'était la réédition française Malcontent Games, qui a été donc en anglais, traduction anglaise. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de l'édition. On va pas rentrer dans chaque détail. Bah, par contre, ce dont on peut parler, c'est, maintenant qu'on a parlé de l'édition et de l'histoire du jeu un petit peu, on pourrait parler de l'histoire du jeu dans le sens l'univers, dans quel univers on joue. Ouais. Donc, vous jouez dans un univers médiéval fantastique plutôt, alors pas classique, mais quand même qui s'en rapproche, avec une composante très importante du rêve. Donc voilà, la plupart des choses ont un aspect en lien avec le rêve, et en fait, ce qu'on dit, l'histoire est expliquée, c'est que le monde dans lequel vous êtes, il est rêvé par des dragons. Et donc vous êtes un personnage rêvé par un dragon dans un monde rêvé par des dragons, et du coup tout est en lien avec l'onirisme. C'est pour ça qu'on dit que c'est un jeu médiéval fantastique onirique. D'accord, tu avais aussi, pendant la prépa de ce podcast, parlé un petit peu d'un espèce de conte, d'univers du conte avec une ambiance très... on avait utilisé les mots candide pour définir tout ça, naïf, mais dans un sens frais et assez bienveillant. On avait parlé un peu d'un côté désuet, mais dans le côté, dans le bon côté de la chose, dans le côté un peu ancien, mais qui te fait voir les choses un peu d'une manière différente. Donc ça, c'était... oui. C'est vrai que... D'ailleurs, on l'a dit tout de suite, le conte, etc., c'est vraiment ce qu'on retrouve dans ce jeu. Il y a ce côté un peu féerique, enfin... Je sais pas comment expliquer, mais voilà, le côté conte... Pour pouvoir l'expliquer, on avait parlé aussi... moi, je trouve que, même si jamais c'est sorti après, il y a un parallèle assez évident à faire avec un jeu vidéo, Link's Awakening, où Link se retrouve
attention spoiler hein, pour ceux qui n'ont pas joué à Link's Awakening et qui voudraient y jouer là maintenant en 2022, parce qu'ils viennent de ressortir sur Switch, hein, je vous le rappelle, où Link se retrouve projeté dans le rêve d'une créature. Donc là, c'est pas de multiples créatures qui rêvent un monde, mais c'est une créature légendaire qui rêve une île et tous ses personnages. Et Link se retrouve être dans ce rêve, à interagir avec ces personnages-là. Et il y a vraiment quelque chose qui ressemble dans le style, parce que dans Rêve de Dragon, quand un personnage décède, c'est que le dragon qui l'a rêvé s'est réveillé. Et dans Link's Awakening, Link cherche à réveiller le poisson rêve pour sortir du rêve. Et ce qui est mis en parallèle, c'est que s'il fait ça, il fait disparaître l'île et tous ses habitants. Donc il y avait vraiment moi, ça m'a beaucoup fait penser à ça, même si jamais je sais très bien ce que tu vas me dire. Oui, c'est... Rêve de Dragon est sorti en 85. Voilà. Link's Awakening est sorti en 93. Donc qui a copié qui? Bon, je ne sais pas. Voilà, on a compris. Il faut savoir que l'auteur du jeu, donc Denis Gerfaux, il est très fan de Lewis Carroll, l'auteur de Alice au Pays des Merveilles. Et il y a ce petit côté décalé qu'on peut retrouver effectivement dans l'univers. Je trouve qu'il y a quand même des parallèles qui peuvent être facilement faits. Donc pour vous donner un peu une idée, c'est ça. Ça peut vous faire penser à du Link's Awakening. Et puis il y a un petit côté Alice au Pays Merveille dans cette folie, les noms, les jeux de mots, les choses comme ça qui sont très présentes dans le jeu. Et c'est vrai qu'il y a une petite inspiration. Voilà. Donc ça, voilà, je pense qu'on n'est pas obligé de rentrer plus dans le détail. On vous a fait un petit peu... vous comprenez un peu de quoi l'univère est fait. Donc maintenant, on va commencer à parler du gros morceau, quoi. Ouais, qui est-ce qu'on incarne dans ce jeu-là, quoi. Non, d'abord, il faut qu'on parle de qui on incarne dans le jeu, avant de parler du gros morceau. Oui, ça en fait partie. Oui, pour moi, ça en fait partie. Donc, on incarne qui ? On incarne ce qu'on appelle des voyageurs, c'est-à-dire des personnages humains qui sont mus par le voyage. C'est-à-dire qu'ils ont une envie de voyager, de découvrir, de chercher des mystères, de les résoudre. Et quand ils sont devenus voyageurs, c'est-à-dire que bien souvent, c'était des personnages qui vivaient dans leur propre monde, rêvés. Donc souvent, on appelle ça des bulles. Enfin, on imagine que leur monde est une bulle. Et qu'un jour, il y a eu une déchirure dans cette bulle. Le monde s'est déchiré. Ils ont été aspirés. Et ils se sont retrouvés dans un autre monde rêvé. Et le problème, c'est que vu qu'il y a une infinité de mondes, une fois qu'on a changé de monde, c'est quasiment impossible de revenir en arrière. Parce que les déchirures sont aléatoires et que le voyage est aléatoire. Alors là, si je peux me permettre, c'est juste quelque chose que j'avais pas bien compris quand tu parles de bulles et d'univers, et que j'ai compris que récemment, que tu nous l'avais précisé, c'est qu'en fait, ce que tu appelles une bulle ou un univers, ça va être une région de quelques centaines de kilomètres carrés ou dizaines de kilomètres carrés avec une ville importante, quelques villages, un paysage sauvage particulier, mais en fait qui est assez petit, qui vraiment est ça peut dépendre des bulles. Il y a des bulles immenses, il y a des bulles immenses et des bulles qui sont reliées, mais la plupart du temps c'est ça, effectivement, c'est une région. Souvent on dit voilà, il y a un ou deux villages, et puis au nord il y a la forêt interdite, au sud la mer qu'on ne traverse jamais, et les gens sont un peu cloîtrés dans cette région, et des fois il y a, comme je viens de le dire, il y en a qui sortent de cette région par... C'est ça, et les voyageurs en fait c'est ceux qui traversent tout ça. Donc c'est ça, c'est ceux qui bougent de rêve en rêve. Oui, parce que dans le jeu, en fait, c'est mécanisé comme ça. Quand on dit qu'on passe de rêve en rêve, en fait, il n'y a pas une téléportation mystique ou quelque chose comme ça, ou un événement particulier. C'est juste le voyageur qui progresse, qui ne sait pas comment s'est retrouvé là, mais en fait, il a complètement changé de zone. Mais on passe pas d'un monde de SF à un monde d'heroic fantasy. C'est un monde qui reste cohérent. Mais ça reste un monde cohérent. C'est-à-dire que les mythes et légendes sont applicables de monde en monde. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont connus à travers tous les mondes. Il y a les âges, etc. Il y a des choses, il y a une histoire commune. Et donc, comme je disais, ces voyageurs qui ont été arrachés à leur monde original, ils sont pris d'une envie de voyager, de découvrir les mondes, pour peut-être un jour retomber sur leur monde, mais ce qui est quasiment impossible, ou en tout cas assouvir leur soif de découverte. Donc voilà à qui on joue. Ensuite, on peut parler un petit peu des types de scénarios qu'on joue. Types de scénarios, il y en a
il y en a beaucoup, on va dire, de différents. Ça peut aller d'un scénario d'initiation classique, porte monstre trésor, un scénario d'aventure, avec un scénario d'exploration, des scénarios d'enquête, des scénarios avec de la politique. Il y a des scénarios avec une chasse au trésor liée avec une histoire ancestrale. Enfin, il y a beaucoup de choses. C'est pas que du combat. D'ailleurs, souvent, le combat peut souvent être évité. Donc c'est un jeu qui est plutôt... c'est des scénarios plutôt centrés sur des histoires ou des choses à découvrir. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour du setup de base et qu'on Voilà. peut maintenant s'attaquer au morceau un peu plus ardu, le morceau qui fait peur, le système, où il y a deux, C'est ça, trois donc choses à dire quand même. On va commencer peut-être par la création de personnages pour un petit peu expliquer. Déjà, il ne faut pas avoir peur de l'affiche. La fiche de personnage, c'est un livret. Il y a plein de pages, mais il n'y a que quelques pages utiles. Il faut savoir que vous pouvez... Il y a une fiche personnage réduite qui est sortie récemment. Il y a 4 à 5 pages. Donc un personnage, c'est composé de quoi? Il y a des caractéristiques et des compétences. Ça, c'est pas très novateur. Voilà. Il n'y a pas de jet de dés. Il n'y a pas de création de personnages aléatoire. Vous avez un nombre de points qu'on vous donne et vous les répartissez comme vous voulez. Donc on vous donne 160 points à répartir dans vos différentes caractéristiques, ce qui fait une moyenne de 11 points par caractéristique. Elles sont assez diverses, ces caractéristiques, c'est-à-dire que il y a la force, la taille, la dextérité, l'agilité, mais vous avez aussi par exemple la vue, l'ouïe, l'odorat goût, les choses comme ça qui sont des caractéristiques assez précises. En tout, il y a une quinzaine de caractéristiques à remplir avec ces points. Sachant que vous ne pouvez pas descendre en dessous de 6 points et pas être au-dessus de 15 points quand vous créez votre personnage. En plus de ça, vous avez des compétences. Donc les compétences, elles sont exprimées d'une manière assez particulière. C'est-à-dire que vous avez tous un niveau de base selon le type de compétences. Donc si c'est des compétences peu spécialisées, vous commencez à un niveau qu'on va dire par exemple -4. Et si c'est des compétences très spécialisées comme de la chirurgie par exemple, ou la connaissance des légendes, vous commencez à -11. Et vous allez avoir un certain nombre de points qui est alloué au début de la création, que vous pouvez dépenser pour acheter des niveaux. Donc c'est environ 3000 points. Et chaque niveau va vous coûter tant, vous dépensez ces points et vous achetez des niveaux pour arriver jusqu'à un maximum de +3. Donc je crois que là, voilà, c'est à peu près ça. Ensuite, il y a la gestion de l'équipement. Vous commencez avec 50 pièces d'argent, donc 50 sols, et vous pouvez dans une liste acheter des choses, etc., discutant avec votre MJ de ce qui peut être fait. Et puis ensuite, il y a la feuille d'archétype. Mais peut-être que ça, on y reviendra après quand on parlera du reste du système de jeu. Oui, je pense que c'est suffisant pour commencer à comprendre comment du coup on résout un problème, quel est le système de dés de base du jeu. On va voir si tu as compris le jeu du coup, Jean. Alors Jean, comment est-ce que ça marche? Comment est-ce qu'on fait pour résoudre une action? Alors, je vais essayer de faire simple en utilisant des mots, on va dire classiques et pas peut-être le jargon du jeu qui peut être des fois un peu particulier. Quand Antoine va me demander, donc mon maître des légendes, va me demander de mon gardien du rêve, pardon, va me demander de résoudre une action, je vais lui dire, ok, je veux monter à cet arbre, je veux escalader cette tour perdue dans la forêt. Et à ce moment-là, il va me demander de croiser en fait une caractéristique avec une compétence, ce qui va me donner un objectif. Je précise un petit peu. Il va me dire, ok, je sais pas, c'est de la dextérité avec de l'escalade. Ça doit être ça, je pense, escalader. C'est ça, c'est agilité, escalade ou dextérité. C'est plutôt agilité, si on veut être précis. Donc du coup, on va dire que j'ai 10 en agilité et qu'en escalade, j'ai -2. Et donc à ce moment-là, tous les joueurs ont ça, un tableau à 2 entrées, d'accord, où vous allez avoir d'un côté, sur une des entrées, votre niveau de votre caractéristique, donc qui va de 0 agilité, à 14. Agilité, par exemple. Ouais. Et sur l'autre face du tableau, votre entrée pour votre compétence, qui va là de -11 à +11. Et donc du coup, j'ai juste à croiser les deux entrées du tableau pour trouver en fait le niveau que je vais devoir atteindre pour pouvoir réussir cette compétence. Donc là, par exemple, avec 10 en agilité et -2 en escalade, ça va me donner, vu que c'est un système descend, un pourcentage de chance d'y arriver. Et dans le tableau, il y aura marqué, je sais 40 pas, environ. 40 ou 50% de chance d'y arriver. Et à ce moment-là, je jette
mon jet de dés et je dois faire moins de 50%, du coup moins de la valeur qu'il y avait dans le tableau pour pouvoir réussir. Et un petit peu comme à la Cthulhu, il y a un système de réussite majeure et de réussite extrême en fonction du degré de réussite que vous avez fait. Qu'on appelle les réussites significatives et réussites particulières, effectivement. Voilà. Et si je fais moins de 50, je réussis à escalader. Si je fais très très bas par rapport à 50, j'escalade en faisant, je sais pas moi, très très vite, ou alors vraiment je le fais très très bien. Et par contre, si je fais plus de 50, et ben là, soit je tombe, soit en tout cas je me rate. En tout cas, il se passe quelque chose, je n'arrive pas à faire mon action. C'est ça. C'est ça, j'ai compris le système, tout va bien. Tu as bien compris le système. Il y a quelques petites choses qu'on va rajouter. C'est que, donc, comme tu l'as dit, toutes les actions se résolvent avec ce qu'on appelle la table de résolution, qui est unique. Et du coup, à chaque fois, il faut se référer à cette table. Une autre chose, c'est que, en fait, tu as parlé des compétences, donc le niveau de ta compétence pour l'une des deux entrées, en fait, c'est plus précisément, c'est le niveau d'ajustement. C'est-à-dire que tu as une compétence, par exemple, à -2, et moi, je vais te dire, oui, mais la difficulté de ce que tu veux entreprendre, bah, c'est une difficulté à -2, et donc, au total, ça te fera un ajustement à -4. Oui, d'accord, ok. Donc il y a ce côté où tu as une compétence à +3, mais en fait le mur il est difficile, les prises il est très lisse, il est difficile, donc c'est une difficulté de -4, et donc au final tu arrives à une difficulté de -1. Donc en gros tes compétences elles te permettent d'affronter un niveau de difficulté qui peut être même des fois positif si c'est très simple, jusqu'à très difficile. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas mal, ça permet aux joueurs de, à l'avance, savoir environ ce qu'il va entreprendre, à vraiment est-ce que c'est compliqué ou pas. Parce s'il regarde dans sa table et qu'il voit qu'il doit faire 10 ou moins, il va dire, moi finalement, je vais peut-être pas faire ça, je vais peut-être prendre les escaliers. Voilà, c'est un peu ce côté-là. Ouais, là, il n'y en avait pas, les escaliers. Non, là, il n'y en avait pas, mais il n'y avait pas non plus de choses à aller voir en escaladant, c'est ça qui était marrant. Ouais, mais à un moment, ça s'appelle un jeu de rôle, il faut bien... tu peux pas... nous, on est des joueurs, on n'a pas le scénario devant nous, tu vois. Toi, tu sais qu'il n'y a rien à aller voir, mais nous, on n'en sait rien. Vous pouvez avoir une épée magique cachée dans le lierre, une fiole avec, je sais pas moi, une potion qui permet de détruire les murs de pierre. Je n'en sais rien. Il peut y avoir plein de choses. Ça aurait pu être une bonne idée, mais non, le maître du jeu, enfin le gardien de rêve a dit non, c'est pas possible. La potion d'une Gramus le sage. Tout ça pour, c'est ça, voilà. Tout ça pour dire, donc il y a ça, il y a aussi donc d'autres systèmes qui utilisent, mais qui sont toujours à référer sur cette table, notamment par exemple les pointages qui permettent grâce au niveau des réussites de rajouter un compteur des points, et plus vous faites une réussite importante, plus ça rajoute de points, et ça permet de calculer combien de temps vous avez mis pour faire une tâche, etc. Bon, on va pas rentrer dans les détails parce qu'il y a plein de règles annexes, mais tout c'est comme ça. C'est ça, c'est le système général, voilà. Et grâce à ça, tu peux résoudre la plupart des actions. Le jeu est quand même particulier parce que, au-delà de ce système général qui englobe une grande majorité des mécaniques du jeu, il y a certaines mécaniques spécifiques, je veux dire, qui utilisent ce système, mais quand même de façon un peu particulière, dont on peut parler, notamment une mécanique qui est mise en avant par l'auteur. Même c'est toi qui m'avais dit que c'est... Comment tu l'avais cité ? Oui, les guerriers, les paladins dans les jeux de rôle ont souvent une mécanique particulière de combat, etc. Les magiciens, souvent peu. Et il a voulu faire un système pour rendre hommage un peu aux magiciens. Et donc, du coup, le système de magie est intéressant. En fait, donc, le système de magie, donc, c'est ce qu'on appelle des hauts rêvants. Les magiciens, c'est des hauts rêvants. C'est des personnages qui arrivent à accéder aux hautes sphères du rêve et du coup à se rapprocher des fameux dragons qui les rêvent et de leur susurrer à l'oreille pour que le monde se transforme comme ils en ont envie, pour faire simple. Et du coup, il y a tout un système qu'on appelle le TMR, les terres médianes du rêve, qui est un espèce de plateau de jeu de loi, on va dire. Enfin, ça ressemble un peu à un plateau de jeu de loi, pour faire très simple. Et les magiciens vont se déplacer à l'aide de... Enfin, vont se mettre à méditer pour accéder à ce niveau de conscience particulier, et vont se déplacer sur cette espèce de carte pour avoir accès à certaines zones qui vont leur permettre de lancer un sort. Par exemple, ils vont vouloir lancer un sort qu'on appelle flèche de feu. On a quelqu'un dans notre équipe à ce sort. Et bien pour faire ce sort, il va falloir aller dans une forêt. Et du coup, sur la carte, il y a différents types de zones et ils vont se déplacer jusqu'à arriver dans une forêt. Et quand ils seront dans la forêt, ils pourront faire le jet qui va leur permettre de lancer le sort. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que ce voyage, en fait c'est encore une histoire de voyage dans les terres médianes du rêve, et bien il peut être dangereux. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un se déplace dans ces terres, il peut faire une rencontre.
C'est-à-dire qu'il peut rencontrer une entité qui peut être soit plutôt gentille, soit justement lui poser des problèmes et peut l'empêcher de lancer ce sort. Donc il y a des aventures qui se créent là-dedans aussi. Et il y a tout un système qui est vraiment annexe et qui est accessible que aux rêvants. Et c'est dans le but un peu de dire, ben voilà, les gros guerriers, ils ont un système de combat particulier où ils vont esquiver, attaquer, etc. Et ben pour les magiciens, c'est pareil, ils ont un système de magie qui leur est propre et qui leur permet un peu de faire un jeu dans le jeu. On va pas rentrer trop dans les détails parce que ce serait assez complexe, mais dans les grandes lignes, c'est à peu près ça. Ensuite, du coup, tu parlais du système de combat. Justement, on peut rebondir dessus, tu parles du système de combat, donc finalement qui est quand même moins développé que le système de magie, en tout cas moins original, je trouve, et qui ressemble pas mal au système de combat qui se faisait à l'époque, mais du coup, qui a quand même des particularités qui fait un peu système de combat, un peu, c'est pas péjoratif, mais un peu old school dans la saveur qu'il a. Il ressemble un petit peu à... Oui, avec les jeux d'initiative. Avec l'initiative. Il y a une mécanique qui est très intéressante et que j'ai pas retrouvée ailleurs, c'est ce côté de l'attaquant va choisir la difficulté, sa difficulté qui va s'imposer à lui-même pour lancer les dés. Tu sais qu'il existe ailleurs, et je peux te donner un jeu où il existe, parce que tu y as joué. Et c'est One Ring, mais tu n'as pas encore fait les combats. Ah oui, bon. Et bien sache qu'il y a exactement le même système où tu vas choisir la difficulté et en fonction de la difficulté que tu auras choisie, ça sera plus ou moins simple pour toi d'attaquer et l'ennemi aura la même difficulté pour te toucher. En fait, la difficulté que l'attaquant va se mettre, elle va être donnée aussi au défenseur pour se défendre ou esquiver. Donc ça, je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, grâce à cette table de résolution, les joueurs ils peuvent essayer de chercher, de trouver la meilleure stratégie, de réfléchir à ça. Donc ça, je trouve que c'est plutôt cool. Après, c'est vrai que le système de combat, voilà, c'est attaquer, parer, défendre, il y a des réussites particulières, etc. On va pas rentrer dans les détails. Une des mécaniques qui est intéressante, c'est comment est-ce qu'on évolue. Parce qu'il n'y a pas de niveau dans ce jeu. Vous n'êtes pas un guerrier niveau 1. Non. Il n'y a pas de gain de niveau. Ton personnage il peut évoluer en gagnant des points d'expérience. Donc ces points d'expérience, il peut les dépenser à un moment pour pouvoir gagner soit une caractéristique, soit une compétence, monter le niveau d'une compétence. Et du coup, c'est des points d'expérience spécifiques. C'est-à-dire qu'il gagne des points d'expérience soit dans cette caractéristique, soit dans cette compétence. On va juste... Comment on fait rapidement, c'est-à-dire que s'il entreprend une action un peu extraordinaire qui réussit de manière brillante, il va gagner des points d'expérience. S'il peut s'entraîner, donc il peut même demander à un maître un apprentissage pour gagner des points. Mais il y a un système qui permet de gagner des points d'expérience qui est Alors, très juste original. avant que tu le développes, quand tu dis entreprendre une action difficile et réussir, mécaniquement, ça veut dire que le MJ t'a mis une variable d'ajustement négative sur ta compétence et que du coup, c'est ça, hein, si j'ai bien compris. C'est ça. Et du coup, dès que tu as une compétence à moins 1, enfin, qu'il te dit t'es à moins 1, t'es à moins 2, t'es à moins 4 au total, en fait, plus cet ajustement sera négatif, plus si tu réussis, tu risques d'avoir un gain de compétences important. Ça, en gros, pour être simple, il faut que ton ajustement final soit négatif, parce qu'il faut ce qui est logique, c'est-à-dire qu'il faut que ton personnage entreprenne une action qui ne lui est pas facile. Donc il faut qu'au total, ça soit négatif, et il faut que tu fasses une réussite particulière, ce qui n'est pas facile à faire. Donc ça n'arrive pas tous les 4 matins. Imaginons que, par exemple, tu es à un niveau au final de moins 4, tu fais l'escalade, donc agilité escalade, tu fais une réussite particulière, et tu vas gagner 4 points d'expérience en tout, 2 points dans l'agilité, 2 points dans l'escalade. Voilà un exemple concret. Donc maintenant, il y a un autre système qui est un peu unique en fait, hein, c'est que dans le jeu que ça existe, c'est le système d'archétype. Et qui est un des systèmes qui est un des gros points forts du jeu, c'est vraiment une mécanique très intéressante. On part du postulat que votre personnage, il a eu une infinité de vies. Qui est résumé dans la feuille d'archétype. Donc c'est avant de faire cette vie dans laquelle vous l'interprétez, il a eu des centaines et des centaines et des milliers d'autres vies. Et dans ces autres vies, des fois, il y a eu des vies où il a été très bon dans certaines caractéristiques. Et cette feuille, c'est un petit peu le combiné de toutes ces anciennes vies. Et donc, c'est comme une feuille de personnage classique. Donc, vous avez toutes vos compétences. Et il a un niveau dans toutes les compétences qui est en fait le niveau le plus élevé qu'une des anciennes vies a eu.
Donc c'est un peu la somme de toutes les compétences, des meilleures compétences de toutes ces vies. Et quand ça marche, c'est-à-dire que par exemple, vous avez un niveau d'escalade à +2, on parle de l'escalade, mais dans une ancienne vie, vous étiez quelqu'un qui a été à +8, donc très très fort en escalade. Durant le jeu, vous allez avoir des situations qui peuvent être difficiles à vivre ou un petit peu stressantes. Par exemple, vous tombez d'une tour, vous survivez à un combat meurtrier, vous voyagez dans des lieux très compliqués, et le gardien des rêves va vous dire, là, vous gagnez des points de stress. Vous gagnez tant de points de stress. Et durant la nuit, votre personnage, il peut transformer ces points de stress en points de compétence en faisant ce qu'on appelle un rêve d'archétype. C'est-à-dire qu'il va rêver durant la nuit d'une de ses anciennes vies. Le stress qu'il a accumulé va lui permettre un petit peu de rêver de cette ancienne vie. Et en se réveillant le matin, s'il a réussi son jet, il pourra transformer un certain nombre de points de stress en points de compétence dans cette caractéristique précise. Dans cette compétence. C'est jamais pour les caractéristiques, c'est toujours pour les compétences. Et ça vous permet de monter rapidement votre niveau de compétence. D'accord, donc il y a vraiment plein de moyens de faire du... En fait, c'est ce qu'on disait au début, c'est un jeu qui met beaucoup en avant le mini-maxing. On est vraiment là-dedans où on passe autant de temps, enfin pas autant de temps, mais en dehors du jeu, le joueur, il réfléchit beaucoup à vas-y, qu'est-ce que je vais monter comme compétence, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. Ah, il y a tel truc où je pourrais monter. Et puis quand tu construis ta feuille d'archétype, tu essaies de la construire pas en miroir de ta feuille de personnage, mais en adéquation avec, en essayant de faire en sorte que si jamais tu arrives à utiliser ton archétype, tu puisses monter des grosses compétences ou pouvoir maxer des compétences que tu n'as pas du tout pour faire du leveling là-dessus. Il y a vraiment toute une partie gestion de personnage au sens statistique, mathématique et vraiment construction dans les chiffres de ton perso qui est très, très abouti, très investi par le jeu. Ouais. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on n'avait absolument pas l'habitude quand on a découvert Rêve de Dragon. Après, on peut parler un petit peu rapidement de la mort d'un personnage. Bon, votre personnage, en gros, il peut pas vraiment mourir. Enfin, il peut mourir, et comme tu as dit tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe quand il meurt ? Il y a un dragon qui se réveille. Le dragon qui le réveille se réveille. Et en fait, ce qui se passe dans le jeu, ce qui est décrit, c'est que votre personnage, il se réveille lui aussi, en ayant rêvé de la vie qu'il vient de vivre et où il vient de mourir. Il se réveille dans un autre endroit, en étant quelqu'un d'autre, des fois d'une apparence un peu différente. Et il se dit, putain, j'ai fait un rêve où j'étais telle personne, etc. Et je suis mort au combat, ou je suis mort en tombant. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc en fait, il peut être continué à jouer, mais en le changeant comme vous voulez. Et ça, on va en parler, mais c'est... Il y a beaucoup de choses comme ça dans Rêve Dragon. Par exemple, le gris rêve, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont mécanisées, qui sont en fait une mise en abîme du jeu de rôle en lui-même. De la partie, ouais. Par exemple, peut-être que tu peux nous dire qu'est-ce que le gris rêve ? Le gris rêve, c'est les moments entre les sessions de jeu où finalement on n'est pas en train de jouer et votre personnage il n'est pas en train d'être joué et il vit dans un espèce de flou, de routine là où vous l'avez laissé, dont il sort quand vous en reprenez possession. Et donc du coup, soit le gris rêve était inexistant parce que vous avez coupé votre session à un moment où vous la reprenez exactement au moment précis, ce qui est le cas pour notre dernière session où on s'est arrêté à un moment. Je pense qu'il y aura pas ou très très peu de gris rêve pour nos personnages parce que on va reprendre quasiment à l'endroit où on s'est arrêté. Mais si jamais vous reprenez 1 mois, 2 mois plus tard, votre personnage a vécu dans une espèce de stase un peu floue de routine où il a vécu sans vivre dans un espèce de de brouillard, et il en sort au moment où vous vous mettez à le rejouer. Ça, c'est le gris rêve. Et le jeu essaie de faire beaucoup de métaphores autour des mécaniques qu'il a, où finalement il essaie d'intégrer beaucoup de choses propres au jeu de rôle, la mort des personnages par exemple. Je ne veux pas trop vous en dire pour éviter de spoiler un petit peu l'essence du jeu, mais il y a effectivement beaucoup de choses, même dans le lore du jeu, qui sont en fait des images, des métaphores du jeu de rôle. Par exemple, quand on a préparé le podcast et que en discutant, tu as compris... tu te rappelles, t'as compris. N'en dis pas trop. Une partie du jeu, ce que t'as voulu dire, t'étais là genre, putain, j'avais pas pensé, mais en fait, oui, c'est ça, d'accord. Ah, et il y a tout ce côté mise en abîme qui est intéressant. Et on sent que c'est un jeu de fan, dans le sens, pas fan de l'univers ou de fan, mais de quelqu'un qui aime le média, le jeu de rôle, et qui a essayé de faire un jeu qui, presque pas rend hommage, mais
finalement, n'est pas un jeu d'initié non plus, même si on va en reparler juste après, mais à ce petit côté seconde lecture et compréhension de choses en sous-texte que d'autres jeux n'ont pas, qui sont beaucoup plus premier degré. Il y a vraiment ça qui instille un petit peu partout dans le jeu. Ouais. À noter que là, on vous a juste effleuré les règles. Hein. Ça reste un jeu avec énormément de règles. Que l'auteur, il l'explique en disant que il trouve que des fois, le maître du jeu a une trop grande liberté, qui peut faire un peu n'importe quoi, et que lui, il a voulu créer un jeu de rôle qui était très mécanisé et qui faisait que le maître du jeu ne pouvait pas être arbitraire. Donc, bon, on en pense qu'on veut, mais effectivement, on y reviendra tout à l'heure. Il y a beaucoup de mécaniques et peut-être un peu trop. On vous dira un petit peu ça après. Bon, à qui ça s'adresse, Jean ? Du côté des joueurs, qu'est-ce que t'en penses ? Donc moi j'ai été joueur là-dessus et ce que j'en pense c'est que ça s'adresse plutôt à des joueurs confirmés, des gens qui ont déjà joué. Il y a besoin pour jouer à ce jeu, ne serait-ce qu'une seule partie, d'une motivation et d'un investissement qui est important, pas dans le lore du jeu, mais dans la construction de son personnage, dans la compréhension des mécaniques. Il y a Antoine, quand il nous a fait jouer, il nous a beaucoup autonomisé sur certaines choses, notamment pour les magiciens, enfin pour les hauts rêvants. Et pour pouvoir jouer à ça, il faut... oui, moi je me rappelle que j'ai mis du temps avant de construire complètement ma fiche de personnage, de comprendre quel genre de personnage j'ai fait. Même après la première session, j'ai changé des choses parce que j'avais pas tout compris, les intérêts que pouvaient avoir notamment les archétypes pour l'évolution de mon perso. Et ça nécessite vraiment beaucoup de boulot pour avoir le droit de jouer au jeu. Donc je dirais quand même des gens... alors, peut-être pas forcément qui ont déjà beaucoup joué, mais qui ont une motivation inébranlable pour jouer, quoi. Ça, ça demande un investissement. Tout simplement, c'est ça. Hein, voilà. C'est un jeu qui reste tout public. Ça, on peut être très clair. Hein, voilà, les thèmes abordés. Enfin voilà, c'est pas un jeu. On peut Antoine il dit ça parce qu'il pense à Sombre, qui est clairement un jeu avec un warning sur le sujet traité. Il y a peut-être des scénarios de rêve qui traitent de sujets difficiles, mais c'est pas le propos du jeu, comme pourrait l'être un Cthulhu, un Sombre, un Encagé par exemple, qui, de par ce qu'il est, traite de sujets qui pourraient choquer. C'est pas le cas de Rêve de Dragon. Pas du tout, voilà. Et alors, du côté maître du jeu, bon, on va essayer... Gardien des légendes. Gardien du rêve. On va essayer d'être plutôt transparent. C'est un jeu qui demande un investissement important, voire très important du côté du maître du jeu. Pour moi, c'est pas un jeu... c'est pas le premier jeu à masteriser pour quelqu'un. Ou alors, si c'est un ancien joueur qui a beaucoup joué, peut-être, mais c'est vraiment... un jeu aux nombreuses mécaniques. Moi, ça m'a demandé beaucoup de temps pour bien comprendre les règles, les appréhender, comprendre ce que ça signifiait, les répercussions, etc. En fait, c'est un jeu qui marche un peu comme une horlogerie, c'est-à-dire que tous les rouages sont importants et chaque règle va influencer une autre règle, etc. pour avoir une espèce de cohérence. Et du coup, ça vous pouvez pas l'apprendre juste en lisant une fois. Donc déjà, le bouquin de règles, il fait 500 pages. Donc il faut se le lire. Et ensuite, il faut faire moi, j'ai dû faire des sessions de test avec toi, Jean, ou avec d'autres pour voir un peu ce que ça voulait dire, telle règle, comment est-ce qu'on mécanise, etc. Donc c'est pas pour moi, c'est pas pour mettre du jeu débutant. Un peu comme dans Dune, il y avait ce côté, des fois, tu lisais un paragraphe et tu faisais « quoi ?» Et tu le relis deuxième fois et tu lis le paragraphe et tu comprends pas ce qu'il y a marqué. Et tu le lis 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est ça. Parce qu'en fait, des fois, dans le paragraphe, Jean, je vais te lire à haute voix. Règles d'avant. Je vais te le lire à haute voix et tu vas me dire ce que tu comprends. Tu vas mais laisse-moi tranquille, je prépare mon truc. Non, j'ai besoin. Il faut que je te le lise parce que là, j'ai rien compris. Et du coup, il y a peut-être un... C'est ça. Tu dis qu'il est bien écrit, le bouquin, ça. mais les règles sont touffues, quoi. Non, c'est ça. Et des fois, justement, voilà, le paragraphe, il fait référence à 3 règles qu'on a déjà évoquées, qui mêlent, donc il faut vraiment essayer de bien comprendre. Donc ça, là-dessus, c'est un peu compliqué. Après, ça a été beaucoup moins dur à masteriser que ce que je pensais quand on a joué. C'est-à-dire qu'en fait, grâce à l'écran, etc., on s'est lancé et ça a joué tout seul, etc. Bon, parce qu'aussi on a une bonne équipe et que vous, des fois, pendant une demi-heure, vous êtes là sur votre réalisation de pâte et croûte, donc j'ai le temps de préparer le reste. On est bon public. C'est ça. Mais en fait, je pensais qu'on allait être noyé sous les règles et ça n'a pas été le cas. Donc, il y a vraiment une bonne expérience côté MJ quand on fait jouer. Mais voilà, ça demande un investissement également important de la part du maître du jeu. Pour ce qui est de l'ambiance et de la musique, par exemple, c'est quelques petits conseils.
l'ambiance, nous on joue donc sur Let's Roll, à savoir qu'il y a un module qui vient d'être créé, enfin qui a été créé fin mars pour Let's Roll, qui permet de faire votre fiche de personnage, qui est très prometteur, mais qui malheureusement pour l'instant ne marche pas complètement. Donc nous on est resté sur nos feuilles papier et juste on lance les dessins sur Let's Roll. C'est assez facile de trouver des artworks qui permettent de mettre dans l'ambiance. Du médiéval fantastique, il y en a plein. Moi, je vous conseille ArtStation. Il y a un site, vous pouvez taper ce que vous cherchez dedans et vous pouvez trouver de l'art fait par des artistes et qui vous permet d'illustrer les propos. Il y a, pour la musique, pareil, il y a plein de playlists intéressantes sur YouTube. On vous mettra quelques liens de playlists dans la description que j'ai utilisé pour les parties. Voilà, hein. Après il n'y a pas grand chose d'autre à dire. L'ambiance Heroic Fantasy, c'est pas l'ambiance la plus difficile à recréer, vu qu'on est quand même dans un univers qui est particulier, mais à la fois a un petit côté générique, dans le sens où, vu que tu traverses une multitude de mondes, des fois tu as vraiment un côté univers d'Heroic Fantasy, et donc ce genre d'ambiance musicale, elle est c'est ça. assez... Faut faire attention. Moi, j'ai mis du temps à trouver les bonnes playlists parce qu'effectivement, il y avait quand même ce côté un peu onirique, un peu... comment dire, un peu merveilleux, on va dire, à trouver. Donc je voulais pas des musiques qui soient trop taverne ou trop avec des épique. Percussions, donc ça, voilà, trop épique. Je voulais pas ça, je voulais quelque chose de plus léger. Donc c'est pour ça qu'on vous mettra les playlists que j'ai utilisées. Mais ça reste plutôt facile à trouver. En plus, le bouquin regorge d'illustrations et donc vous pouvez les utiliser, etc. Donc vraiment, ça c'est super. Donc on va passer à l'avis du coup. L'avis général sur le jeu. Si on doit parler du système, de la partie un peu système-règle, le système il est super complet. Il essaye d'être vraiment jusqu'au boutiste, simulationniste, avec ce côté une règle particulière pour chaque situation. Et d'ailleurs, d'où le fait que t'en aies un peu chié pour préparer le jeu, parce qu'en fait, t'as l'impression qu'il y a une règle pour enlever l'armure, une règle pour s'asseoir, une règle pour, une règle pour, une règle pour, et que t'as ce côté un peu... C'est pas que ça manque de trucs polyvalents, c'est que le jeu veut tellement pousser loin le réalisme et la cohérence interne de son truc qu'il pousse à inventer des règles qui auraient peut-être pu être simplifiées, mais c'est pas la volonté du jeu. Donc il y a vraiment ce côté-là qui est à la fois un atout du jeu et pas une faiblesse, mais une difficulté d'accès, finalement, où même toi, ça t'a poussé des fois à te dire non, ça je le simplifie, non, ça on va pas le faire, sur certains points de règle où tu t'es dit toi-même non, on va pas faire ça, et donc le jeu est fait comme ça, et la communauté Rêve de Dragon a l'air d'être plutôt dans ce sens-là, où il y a plusieurs personnes qui même conseillent quels sont les types de règles à abandonner ou pas. Et peut-être qu'on peut dire que le jeu est sorti pour sa 3e édition en 2018, et il aurait pu mériter une petite actualisation, dans le sens où, même si c'est à la fois ce qui fait son charme, ce côté ancien, c'est pas vraiment de l'OSR, mais il y a cette vibes jeu de rôle des années 90, il aurait peut-être pu mériter quand même une version un peu plus 2020. Mais voilà. C'est une note d'intention. Le jeu est comme ça, et je pense que pour aimer ce jeu, il faut aimer ce style-là. C'est ça, ça demande... c'est exactement ce que tu as dit. Merci. Après, voilà, donc l'avis sur ça, c'est le côté règle. En sachant qu'effectivement, il peut être simplifié. Il y a plein de choses qu'on a enlevées, nous. La sustentation, l'encombrement, on le fait plus facilement. Enfin, il y a plein de choses, mais ça demande un investissement d'essayer de retirer des choses. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est un système à rouage très précis, et si on enlève des choses, des fois on se rend compte qu'en fait tout s'écroule. Et ça, je m'en suis rendu compte en essayant de simplifier les règles, c'est pas si simple, mais c'est possible. Ensuite, pour moi, le gros point fort du jeu, c'est son univers. L'univers, il est singulier, il est enchanteur, c'est-à-dire que les joueurs, ils sont rapidement pris dans l'univers, les scénarios sont vraiment super, on a fait des scénarios qui étaient vraiment très cool, avec un côté un peu nouveau, il y a ce côté un peu fraîcheur quand on fait jouer, où il y a cette candeur, il y a ce côté un peu enchanteur, de la découverte, du rêve qui est vraiment présent même dans les scénarios. On voit, moi je me rappelle de ce petit passage avec l'oiseau oracle, voilà, c'était rien, mais les joueurs ils étaient à fond, ils étaient là, oui, et il y a vraiment,
on sent que ce jeu, il est aimé par beaucoup de gens, pas pour rien. Il y a une sensation dans ce jeu qui est un peu particulière, je trouve, c'est en fait, c'est pas que le lore est générique, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, où en fait, tu vois, si je prends un lore ultra important, le Seigneur des Anneaux par exemple a un lore important avec une carte, c'est mappé, chaque ville est importante, il y a un côté très, le lore, l'univers, dans le sens, les événements qui ont eu lieu sont extrêmement importants pour l'univers. Ce jeu-là, j'ai pas l'impression qu'il est ça. Et c'est ce que je voulais dire quand je voulais dire univers générique, dans le sens, l'impression que c'est un univers du cliché que tu peux te faire de jeu de rôle, et que c'est pas forcément, peut-être que je me trompe parce qu'on n'a pas encore assez joué, mais l'histoire, dans le sens l'histoire interne du jeu qui soit importante, même s'il y a des points importants, notamment avec les magiciens du deuxième âge, blablabla, mais que c'était pas forcément ça qui faisait, je trouve, la force et la personnalité de l'univers, comparé à un Tolkien par exemple, mais c'était plutôt l'ambiance que dégageait l'univers et sa personnalité au sens vraiment, ce qui dégage, qui en fait sa force, et pas son histoire. C'est ce que vraiment j'ai ressenti. En fait, il y a du lore, mais il n'est pas prédominant. C'est pas quelque chose de. Ce qui en fait la force, comme tu dis, c'est cette ambiance qui se dégage, qui est assez unique en fait. Tu vois, je me rappelle pas du nom des villes qu'on a traversées. Tu vois, je me rappelle pas de ça. Et il y a peut-être un personnage dont je me rappelle le nom, et encore, je suis même pas sûr. C'est plutôt la sensation générale que m'a donné le jeu qui m'a marqué, plus que. C'est pas que l'endroit m'a pas marqué, mais c'est plus un flow. Mais c'est ça, c'est complètement dans le rêve, il y a cette sensation un peu éthérée, c'est-à-dire que on est dans quelque chose d'agréable, de doux, de nostalgique, et en même temps, on n'est pas ancré dans une histoire complexe de géopolitique, pas du tout. Il y a ce côté un peu, il y a le voyage, quoi. On voyage et on se rappelle du voyage, mais on se rappelle pas en détail c'est exactement ça. Donc vraiment. Pour tout ça, moi je ne peux que vous le conseiller. Hein. C'est quelque chose de. C'est assez unique, c'est assez. Voilà. Moi, au début, je trouvais que c'était très complexe, et en fait, plus ça avançait, plus je comprends pourquoi les gens sont complètement fans de ce jeu. Les gens qui ont joué, ils en ont des souvenirs importants parce que. Il a une singularité assez enchanteresse. Voilà. Bon, on va parler un petit peu de la gamme. Oui, qui est pas. Donc, on va parler de la gamme disponible à l'heure actuelle, qui est en cours, donc qui est. Pas de la gamme qui fait grande. office de spéculation et où le moindre tome est à 4 millions d'euros. Parce qu'il y a on va pas reparler de la spéculation dans le jeu de rôle, Antoine, c'est pas le moment. Arrêtons, c'est pas le moment. Peut-être qu'un jour on en parlera pour de vrai. Mais non, on n'en parlera pas. C'est bon. Si, on peut en parler si tu veux. La gamme, elle existe. Donc, il y a le livre de base. Qui coûte 55 €. Ouais, 500 pages. Qui fait 500 pages en couleur. Donc c'est la fourchette plutôt haute en termes de prix des livres de base, mais c'est un livre de base, voilà, 500 pages en couleur, illustré magnifiquement, une super maquette. Oui. C'est gros, mais c'est un petit peu cher, mais ça, vous en avez pour votre argent en termes de poids-prix. Il y a ensuite l'invitation au voyage, qui est un livre également de 450 à 500 pages de recueil de scénarios. Il y a 34 scénarios en tout. Chacun illustré, qui sont des scénarios qui sont déjà parus depuis les années 85, mais qui ont été réécrits et mis à jour. Et par exemple, celui qu'on est en train de jouer actuellement, où vous n'avez pas fini, j'ai vu l'ancienne version, et je peux te dire que ça a été énormément réécrit. Et c'est beaucoup plus sympa à lire actuellement. Enfin, c'est beaucoup plus dans l'air du temps. Donc ça, il y a eu un gros boulot, donc vraiment super. 55 € également. Ensuite, il y a l'écran. Donc l'écran, c'est un écran 4 panneaux qui est vertical, donc comme 4 feuilles A4, qui coûte 23,90 €, dont le dessin a été réalisé par Florence Magnin, la réalisatrice du... Et en fait, le dessin, c'est les couvertures bout à bout du livre de base et du livre d'invitation au voyage. C'est un écran qui est vraiment bien, très utile. Moi, ça m'a sauvé pour la première partie. Ensuite, il y a le pack. Il existe un pack qui contient les 3 items dont on vous a parlé, qui est à 130 €. Donc ça vous fait gagner 5 € environ. Et en plus de ça, vous avez un coffret pour tout ranger. Ensuite, il y a une campagne, celle qui est sortie, qui a été financée en 2015, qui s'appelle À la Clairefontaine. 27 €, 75 pages, en couleur, couverture souple. Donc ça, on n'y a pas encore joué. J'espère vous y faire jouer, parce que je l'ai lu un petit peu de travers, et j'ai vu les nombreux avis qui sont assez dithyrambiques, en disant vraiment qu'elle est très très bien écrite, et effectivement à la lecture c'est vraiment très très sympa. Ensuite, il y a le traité de la faune et la flore, qui est
une espèce d'artbook petit format avec une couverture en solide, tout en couleur avec en gros les différents types de plantes, d'arbres, la faune, enfin voilà, la faune, etc. Donc ça vaut 34,90. Vous avez donc un deck de cartes qui vous permet de faire tirer les queues de dragon, donc c'est 15 €, mais bon, c'est en rupture de stock, donc difficilement trouvable. Vous avez le tarot draconique, qui est un tarot qui permet de rajouter une petite mécanique au jeu, c'est plutôt du goodies, donc c'est 12 €. Ensuite, il y a le... Et les livrets voyageurs. C'est ça, il y a le set de livrets voyageurs à 16,50 €, mais qui sont en rupture de stock. Donc il y en a 5 normalement dedans. Et il y a les dés. Les dés imprimés par Q-Workshop qui sont à 16,90 €. Les dés, ils sont tellement introuvables que même sur le site de l'éditeur, ils en vendent Non, pas. parce qu'il y en a vraiment plus. Moi, je les ai eu d'occasion, mais voilà. Et vous avez à noter 2 livres... Je veux dire, c'est que c'est fou. Oui. L'éditeur ne le propose Non, même mais pas. c'est Quoi. Je trouve ça... Et à noter qu'il y a 2 livres dont vous êtes le héros, qui sont Le bal au pont et Le dîner de conque, à 13,50 € en stock actuellement. Et qui permettent en fait d'appréhender les règles pour un maître du jeu débutant. Et alors ça, je les ai vus que trop tard, mais je pense que c'est un peu la mécanique que la boîte d'initiation de Cthulhu, et je pense que ça doit vraiment être un gros plus pour appréhender les règles. Donc là, on a fait un peu le tour de la gamme. Donc, si jamais tu devais juste citer le truc qu'il faut absolument acheter pour jouer, moi, ça me semble évident, mais je vais te laisser le dire. C'est le pack à 130 €. Le coffret. C'est le coffret. Ouais, je pense aussi. Avec ça, tu peux tout faire, en fait. Avec ça, il y a de quoi jouer pendant 15 ans, toutes les règles, et l'écran qui, pour moi, est quasiment indispensable. Donc c'est un jeu qui va, ça demande un investissement, c'est assez cher. Après le matériel, vous avez 2 bouquins de 500 pages, un magnifique écran, tout en couleur, donc c'est les prix du marché. Je vous donne un conseil que j'ai pas fait moi, parce que c'était quand je l'ai acheté quand j'étais tout débutant dans le jeu de rôle, c'est que achetez-le sur le site de l'éditeur, parce que si vous l'achetez sur le site de l'éditeur, vous aurez le droit gratuitement au PDF, et ça peut vraiment être utile d'avoir le PDF d'un bouquin de 500 pages. Donc l'achetez pas sur un site tiers, parce que vous n'aurez pas accès au PDF. Et après, je pense que vous pouvez la campagne pour le prix me semble vraiment être une très bonne affaire pour 27 €. La campagne elle est vraiment super. Donc ça serait mes conseils, ce serait le pack, et si vous jouez plus et vous voulez vraiment faire une campagne, parce que dans le livre de scénario il y a une petite campagne mais il n'y a pas une grosse campagne écrite, et bien vous pouvez prendre à la Clairefontaine. Donc à noter que pour la suite de la gamme, il y a Scriptarium qui tease un petit peu depuis 1 ou 2 ans la sortie d'un recueil, de nouveaux bouquins qui s'appelle Les Miroirs des Terres médianes, et qui sont, d'après ce que j'ai compris, un ensemble de nouvelles règles et d'ajouts de mécaniques pour le jeu, avec des scénarios assez particuliers, une sorte de campagne qui... quand je vois un petit peu les réactions des fans de longue date, qui a l'air d'être vraiment incroyable, parce que tout le monde attend cette réédition. Ça devrait être cette année, donc en 2022, peut-être en fin d'année. On n'a pas trop de news, ça fait quelques mois qu'il n'y a pas eu de communication, mais du coup à suivre, pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, on a fait un peu le tour de toute la gamme et de ce qui va sortir. Ouais, je pense que c'est pas mal. On peut peut-être parler de nous, ce qui va sortir bientôt. Le mois prochain. Oui, alors le mois prochain, ça va être un... Comment dire ça va être on peut un dire autre... que... Ouais, on peut dire que tu as craqué pour acheter toute la gamme de ce jeu à 2h du matin. J'en ai parlé au début voilà. du podcast. On peut dire ça tout de suite. C'est ça, voilà. Si vous voyez, c'est de la Sword and Sorcery, et c'est un jeu qui a été très plébiscité. On n'a pas encore joué, et c'est ça. Là, on commence à être un peu serré au niveau des timings, parce qu'il faut trouver des sessions de jeu pour y jouer, mais malheureusement, on a beaucoup de jeux. Mais on va y arriver, et puis c'est encore moi qui masterise celui-là, donc ça fait beaucoup d'affilée. Heureusement, celui d'après, il ça fallait sera mieux gérer son planning pour hein. toi. Ouais, c'est vrai. Il fallait mieux gérer son planning. Hein. Voilà, c'est exactement. Et ben, c'est tout. Ça va être des muscles huilés et des armures beaucoup trop courtes. C'est ça, des armures, des bikinis pour certains, et des shorts bikinis en métal, ouais. C'est ça, exactement. Mon pom-pom short en métal est prêt. C'est ça. On vous remercie d'avoir écouté cet épisode, et on vous dit à la prochaine. Salut!